Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir ici, dans les locaux de l'hémicycle, l'honorable député M. Zator Mbaye pour votre émission L'élu du mois. M. Zator Mbaye, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me faites en m'offrant cette merveilleuse tribune pour pouvoir m'adresser à mes compatriotes. Je voudrais d'emblée les saluer, leur souhaiter, en tout cas leur présenter mes vœux le meilleur à l'orée de cette nouvelle année 2017 qui vient avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. C'est le moment pour moi de leur dire Deweneti, comme on a l'habitude de dire. Leur souhaiter une année de santé, de bonheur, de joie, de réussite, surtout dans toutes les entreprises. Alors, il me sera difficile de parler de moi, juste vous rappeler que je suis député, l'un des plus jeunes en tout cas de cette Assemblée nationale. Je peux dire, l'un des membres les plus jeunes du bureau de l'Assemblée nationale. Je suis responsable politique de la jeunesse de l'AFP. Ma profession, autre que député, je suis délégué médical. Donc j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est pour moi le lieu de saluer tous mes collègues, tous ceux qui m'ont aidé durant ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, je suis là à l'Assemblée nationale comme député, secrétaire élu. Mais aussi, j'ai la chance de faire partie de la Haute Cour de justice. Nous ne sommes pas très nombreux dans cette Haute Cour. Et je travaille aux côtés du président Moustapha Niasse qui m'a quand même fait confiance sur beaucoup de questions, qui m'aident, qui m'encadrent. Et aujourd'hui, je suis dans une phase d'apprentissage comme étant un jeune homme politique. Voilà, avec ce grand monsieur que nous avons l'honneur, plaisir d'échanger avec lui sur les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. Donc, honorable député, pouvez-vous nous faire un tout petit peu le descriptif de l'AFP, de votre structure en tant que telle? Alors, l'AFP est un parti qui a été créé en 1999 par le secrétaire général Moustapha Niasse. J'avais l'habitude de dire qu'en 1789, en France, il y avait la Révolution française, mais la Révolution sénégalaise a démarré en 1999, soit plus de 2 siècles après. Cela pour dire simplement que la création de l'AFP a été un des facteurs déclenchants de la première alternance politique au Sénégal. On se rappelle encore du rôle important joué par le président Moustapha Niasse à l'opposition d'abord, c'est-à-dire secouant le Parti socialiste avec cette déclaration du 16 juin qui a été une déclaration fédératrice, une déclaration à l'élan d'un appel, n'est-ce pas, à tous les concitoyens sénégalais, toute obédience confondue pour que justement que les uns et les autres puissent s'unir autour de l'essentiel qu'était le Sénégal. Et cet appel n'était pas tombé dans l'oreille de sourds parce que les Sénégalais quand même l'avaient crédité, je le rappelle, de 16% de l'électorat. Et c'est ce qui avait fait de lui qu'il fut le premier ministre du président Abdoulaye Wade. Alors l'AFP depuis lors est restée ce qu'elle est. C'est clair que c'est un parti politique avec des arrivées et des départs. Comme toute structure, même dans la vie, il arrive souvent que dans les couples qu'il y ait des divorces. C'est normal, à l'AFP, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Mais moi, ce que je prends à mon corps défendant, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un parti aussi bouillant, aussi jeune, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui y croient parce que l'objectif de l'AFP, c'est d'abord un parti de formation. On se forme à l'AFP, on se forme, on s'encadre, on s'épaule. Et nous avons une responsabilité aujourd'hui dans l'État parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous n'avons pas gagné les élections présidentielles, mais l'AFP reste quand même un associé du pouvoir. Et tout le monde se rappelle de notre déclaration du 10 mars 2014, déjà pour indiquer la position de l'AFP aux prochaines élections présidentielles. Je me rappelle qu'à ce moment, les gens n'osaient pas publiquement clamer leur soutien au président Macky Sall. Et aujourd'hui, tout le monde est en train justement de nous rejoindre sur cette posture solitaire d'alors, mais une posture aujourd'hui partagée par l'essentiel, en tout cas, des visionnaires politiques du Sénégal, parce que l'objectif n'est pas d'aller à des élections pour y aller. L'objectif, c'est de proposer un programme de société, c'est de proposer aux Sénégalais une solution alternative. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le PSE, le plan Sénégal émergent, mais aussi et surtout avec la direction qu'emprunte le président Macky Sall, le Sénégal a quand même de belles pages à écrire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'AFP aujourd'hui, dans la majorité présidentielle,
comme parti au pouvoir, on ne peut pas attendre l'AFP sur le même terrain que sur celui sur lequel il a joué quand il était dans l'opposition. Dans l'opposition, tous les jeudis, l'AFP produisait un communiqué pour quand même tirer sur le régime. Et on s'en rappelle encore, l'AFP a été le parti souteneur, le parti, je devrais dire, la locomotive des assises nationales, avec au premier plan Moustapha Niasse qui a quand même joué un rôle très important dans les assises nationales. Mais également, il ne faut pas occulter cette victoire d'abord de l'opposition d'alors en 2009, qui était une victoire de Benno Siggil Sénégal. Et on se rappelle encore que Benno Siggil Sénégal avait comme leader charismatique le président Moustapha Niasse. Donc, en un mot comme en mille, voici un peu résumé l'AFP avec plusieurs structures, structures de jeunes, structures de femmes, structures de cadres, structures des marchands ambulants. Il y a autant de structures aujourd'hui qui sont même en train de vouloir être créées pour simplement donner une réponse à toute cette aspiration populaire. Oui, justement par rapport à la structure jeune, parce que nous avons vu que depuis que vous êtes élu responsable des jeunes au niveau de cette structure, il n'y a pas eu de renouvellement. Cela est dû à quoi? En fait, je n'ai pas été élu. J'ai pris l'intérim, n'est-ce pas, du mouvement national des jeunes. Je vous rappelle qu'il y a eu un congrès en 2011, c'était moi-même candidat. Dieu a fait que je n'ai pas pu gagner. J'étais le second du mouvement national des jeunes. Et quand le secrétaire général est parti, naturellement, il m'appartenait d'assurer l'intérim. Mais je dois vous dire que quand même, le mouvement des jeunes a été plus animé depuis 2014. Hein. Depuis le départ, moi je suis là, ça fait juste un an et quelques à la tête du mouvement des jeunes pour essayer de booster, pour essayer de donner un tonus à ce mouvement-là. Alors, on ira forcément vers des renouvellements, c'est clair, parce que moi, je ne suis plus jeune, hein, j'ai aujourd'hui 39 ans, donc j'ai dépassé l'âge limite de la jeunesse, mais la jeunesse c'est un état d'esprit. Et moi particulièrement, c'est mon milieu naturel, parce que je n'ai pu fonctionner dans ma vie que dans les mouvements associatifs, les mouvements sportifs, les mouvements de jeunesse de manière générale. Mais aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase de préparation de mes jeunes frères. Hein. Dans le parti, j'ai beaucoup de camarades jeunes qui peuvent faire plus que ce que je suis en train de faire. Et nous sommes justement en train de préparer cette transition que nous voulons apaiser, que nous voulons très calme, très douce aussi, parce que simplement nous sommes dans un parti politique. Et aujourd'hui, justement, ça ne peut se faire que dans une dynamique d'ensemble. Il faudrait préparer un congrès, il faudrait préparer des renouvellements à la base, et nous y travaillons quotidiennement. Donc justement, sur cette même ordre d'idée, est-ce que par exemple la fusion de l'AFP avec l'APR n'a pas porté préjudice à votre parti, surtout avec le départ de Malick Gakou et compagnie? Mais il n'y a jamais eu de fusion entre l'AFP et l'APR. Jamais. Ce n'est pas à l'autre jour, ni aujourd'hui, ni demain. Nous sommes de l'AFP, nous travaillons avec l'APR. Nous sommes jaloux de notre identité AFP. Et ça, il faudrait qu'on le clame sans embâche. L'AFP reste l'AFP, restera toujours l'AFP. Le président l'a rappelé lors de la commémoration du 17e anniversaire à la permanence du parti. Par contre, où je devrais dire cependant, nous sommes des alliés. Aujourd'hui, nous sommes acteurs, nous sommes comptables du bilan que le président Macky Sall présentera aux Sénégalais en 2019. Par contre, ils sont dans ce qu'ils sont et nous sommes dans ce que nous sommes. Nous sommes dans notre parti, nous l'organisons, nous l'animons, nous le massifions, parce qu'au-delà de Macky Sall, au-delà de son deuxième mandat, l'AFP travaille à avoir un candidat, oui, qui pourra succéder au président Macky Sall. Parce que, attention, nous avons créé un parti avec un projet de société. Nous avons un parti avec des structures qui fonctionnent. Et jamais, au plus grand jamais, vous ne verrez en quelconque parti, sur le lendemain politique, avaler l'AFP, parce que l'AFP n'est pas digeste. Est-ce que vous pouvez évaluer, par exemple, le compagnonnage entre l'APR et l'AFP? Vous savez, au niveau de Benno Bokk Yakaar, à ce stade, évaluer un compagnonnage est difficile. Parce que d'abord, tout compagnonnage a des avantages et des inconvénients, c'est clair. Moi, il m'appartient souvent de dire à nos camarades, tout ce que Moustapha Niasse a essuyé comme insanité, comme propos malveillants, n'est dû qu'au compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar. C'est un homme politique qui a fait pratiquement plus de 50 ans d'activité politique. Mais jamais de par le passé, les gens n'ont osé à un moment ou à un autre
profaner ou alors, je devrais dire certains propos malveillants à l'endroit du président. Mais c'est une posture qu'il assume. Parce que c'est un homme de parole, un homme de loyauté, qui est associé à l'exercice du pouvoir, qui est comptable. Nous venons tout de suite de voter des lois, mais ces lois sont d'abord signées par lui-même. C'est lui qui signe d'abord les lois avant que le président de la République ne les promulgue. Alors, cela veut dire quoi? Qu'il est aussi comptable du bilan du passif comme de l'actif du régime actuel. Alors, un compagnonnage, c'est un chemin que nous faisons ensemble, avec des heures, avec des hauts et des bas. C'est normal. C'est deux entités, deux partis politiques, deux types de militants différents. Nous sommes issus de deux formations différentes. Nous avons deux formations, plusieurs... On n'a pas la même culture politique, c'est clair. Nous sommes d'obédience social-démocratique. La paire, semble-t-il, est d'une obédience libérale. Mais au-delà de tout cela, quand même, nous n'avons pas les mêmes méthodes de fonctionnement. Ce qui fait que souvent, il peut arriver qu'on puisse dénoter quelques incompréhensions, quelques heures par-ci, par-là. Mais l'objectif et l'essentiel pour nous, ce n'est pas nos personnes, c'est de voir comment est-ce qu'il faudra mettre le Sénégal en orbite, parce que c'est ça qui est important. Et nous y sommes, nous payons le prix qu'il faut pour ça. Je crois que les Sénégalais le comprennent. Et donc ici, au niveau de l'hémicycle, le mandat des députés pratiquement tire à sa fin. Et pouvez-vous nous faire un tout petit peu le bilan de cette législature? Cette émission ne pourrait pas suffire pour faire le bilan. Tout de suite, le président était en train de faire un mot de remerciement à l'endroit de tous les collègues, mais aussi de présenter ses vœux. Vous savez, on est arrivé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution. La vie, de manière générale, est un chantier permanent. Le président Moustapha Niasse est arrivé, il faut le reconnaître aussi. C'est l'une des rares législatures, en tout cas les plus stables possibles. On a vu le magistère du président Wade où il y a toujours eu une instabilité de la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que simplement, souvent, on parlait de dualité, on parlait de toutes sortes de choses. On peut aujourd'hui dire qu'avec le président Macky Sall et le président Moustapha Niasse, il y a eu un duo impeccable au sommet de l'État. Un duo d'abord de la jeunesse et de l'expérience. C'est important, Macky Sall étant jeune, mais aussi le président Moustapha Niasse étant un homme d'un certain âge, donc doté d'une certaine expérience. C'est un duo qui a permis de faire une osmose et de produire le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, les députés de la 12e législature sont libérés par le fait de la traduction simultanée. 8 langues y sont traduites aujourd'hui. Chaque député peut s'exprimer dans sa langue maternelle. Alors cela est une libération des énergies, mais c'est un point très important parce que les députés avant étaient censurés ou ne voulaient pas s'exprimer de peur de heurter ou de faire des fautes en français. Aujourd'hui, le député soninké, Poulard, Djola, chacun peut s'exprimer de manière libre. Mais un autre chantier de la 12e législature, c'est la 12e législature qui a vu le baptême des questions d'actualité avec le passage du Premier ministre tous les mois. Depuis 1960, quand même, cet exercice n'a jamais eu lieu au Sénégal. Et avec la 12e législature, l'exécutif et le législatif, quand même, ont pu trouver une passerelle pour permettre au Premier ministre, chaque mois, de venir à l'Assemblée nationale pour débattre des questions de l'actualité. C'est un chantier très important que les gens ont pu réussir. Vous savez, tous ces députés aujourd'hui sont capacités et formés. Le président Moustapha Niasse a dit qu'il y avait une vie au-delà de la vie parlementaire et qu'il fallait justement préparer ces députés aujourd'hui qui pourraient demain ne plus l'être à avoir une formation. Ceux qui avaient une formation, de pouvoir l'améliorer. Parce que la vie, quand même, est faite de quêtes de savoir permanentes. Et l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, l'essentiel des députés est quand même formé, formaté, capacité pour pouvoir demain faire face à toutes ces exigences. Mais l'Assemblée, la 12e législature, est la première à enregistrer 65 femmes, pratiquement la parité intégrale. Alors, cela est venu avec tout ce que ça induit comme impact positif ou négatif. Il fallait donc faire face à tout cela, des femmes qui n'avaient jamais eu de responsabilité dans leur vie, même des hommes aussi. Alors, il fallait donc actionner un certain brassage intellectuel, ethnique, culturel et même culturel pour qu'à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de heurts.
On a également vu qu'il n'y a pas eu de heurts comme on avait l'habitude d'en voir à la 10e, à la 11e législature. L'exécutif également ne s'est jamais plaint, autant pour moi d'une dualité ou d'une rivalité entre les deux personnalités. Je crois que tout s'est fait dans une parfaite intelligence. Les uns et les autres ont essayé, autant que faire se peut, de s'acquitter de leurs devoirs. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de loi en instance à l'Assemblée nationale. Je crois qu'en 4 ans, on n'a voté pas moins de 150 lois. C'est important. C'est important et il fallait le faire. Et je crois que cette émission ne pourrait pas suffire. Je vais juste terminer sur un chantier qui est la réflexion et l'informatisation de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. C'est l'une des bibliothèques les plus fournies au Sénégal. Les Sénégalais ne le savaient pas. Le premier jour où le président a invité à une réunion pour voir comment est-ce qu'il fallait aborder cette question, l'image qui me revient encore en tête, c'est un gros chat qui est sorti justement des rayons de la bibliothèque. Ça voudrait dire quoi? Que la bibliothèque n'était pas du tout fréquentée ou n'était pas fréquentable. Aujourd'hui, je crois que c'est l'une des bibliothèques, en tout cas, les plus fréquentables au Sénégal. Hein. Tout y est et c'est tout à son honneur. Et autant d'autres choses qu'on ne pourrait peut-être pas citer dans une émission. Mais à entendre dire, par exemple, vos collègues députés, paraît-il, et même une frange de la population qui disent que cette législature est la plus nulle des législatures. Il y a au Sénégal des perroquets ou des robots programmés à répéter toujours et souvent des propos entendus ça et là. Aucune personnalité politique n'a aujourd'hui la prérogative personnelle, intellectuelle de vous dire que c'est la législature la plus nulle ou la plus efficace. Parce qu'il n'y a pas de baromètre, justement. J'aurais compris qu'on puisse me dire, au vu de, oui, c'est la législature la plus nulle ou c'est la législature la plus faible. Je me refuse, moi, en tant que député, de penser un seul instant que j'ai été minable tout au long de mon mandat. Je me suis acquitté de ma mission autant que faire se peut. Je travaille conformément aux horaires et même des fois au-delà des horaires. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse me dire que vous êtes un minable. Je ne l'accepterai pas. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que justement que certaines personnes arrêtent. Ce qu'ils disent souvent, ils veulent jeter les députés en pâture. Et souvent, ils ne sont jamais dans les travaux techniques, de commission technique, ni de commission des finances. Par contre, quand la presse est là, oui, il faut venir faire son show et partir. En fait, c'est la part du gâteau, je devrais dire, la plus intéressante. Hein, venir faire son show et partir. Mais quand il faut être là, demain samedi, on est convoqué à 9 h. Au moment où beaucoup de Sénégalais font leur grasse matinée, on sera là à 9 h pour examiner des projets de loi. Il nous est arrivé plusieurs fois. Mais c'est le prix à payer quand même. Mais bien sûr, mais combien de gens devraient payer ce même prix et qui ne le payent pas? Mais il y a des directeurs généraux dans un pays qui perçoivent un salaire qui fait 4 fois le salaire du député. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer 4 députés. Le député perçoit 1,3 million. Hein? 1,3 million, c'est rien pour un député. Quelqu'un qui loue une maison, qui a des charges personnelles, qui a des enfants, qui a une femme et qui a du personnel politique. Parce que le député au Sénégal est une demande sociale ambulante. Et ça, il faut le reconnaître. Les gens n'ont pas accès aux ministres, hein, ils n'ont pas accès souvent aux directeurs généraux. Mais nous, c'est ouvert, c'est accessible. Nous payons les ordonnances. C'est nous autres qui sommes dans les baptêmes, les décès. On est partout. On est partout. Donc, il y a un travail au-delà de l'hémicycle. Et il y a un autre travail. Les députés sont toujours dans les ateliers. Nous avons porté des lois très importantes dans ce pays. La loi contre la corruption, c'est une loi importante. Nous avons voté la loi contre le tabac. Oui, c'est des lois très importantes. Nous avons parachevé beaucoup d'autres lois, beaucoup d'autres chantiers. Je ne peux même pas vous citer tout ce que la 12e législature a posé comme acte dans ce pays. Maintenant, il faudrait peut-être demander aux gens de faire plus, mais pas de leur dire que vous êtes nuls. En tout cas, moi, je n'accepterai pas d'être un des députés les plus nuls de l'histoire du Sénégal. Donc, on vous le conseille. Ben oui, et je crois que mes amis, les gens avec qui je travaille, ma famille, pourraient vous dire qu'en tout cas, moi, je suis là, je travaille tous les jours, et parce que simplement, je veux mériter le salaire que je gagne. Voilà.
Donc, par rapport au Conseil des collectivités territoriales, 5 sur les 70, 5 c'est le nombre, d'après nos investigations, l'AFP n'a eu que 5 au Conseil. Est-ce que l'AFP n'a pas été un peu lésée par rapport? Non, l'AFP n'en a pas eu 5, l'AFP en a eu une dizaine, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Haut Conseil, il fallait faire des investitures d'abord sur le plan départemental et les leaders s'étaient accordés sur un principe. Le principe justement de la représentativité au niveau des appareils locaux. On ne peut pas changer un principe du jeu en plein match. On était tous d'accord sur ça. Alors, c'est vrai qu'en 2009, on a reculé un peu en termes de terrain parce que nous, l'AFP, notre combat n'était pas d'être en rivalité avec l'APR qui était le principal allié. Notre combat, nous, c'était de donner à la majorité. C'est-à-dire la majorité dans laquelle nous sommes, la coalition Benno Bokk Yakaar, le maximum d'appareils locaux. Malheureusement, ça n'a pas été compris par tous, ce qui a fait que souvent, il est arrivé qu'il y ait eu quelques diatribes, quelques contradictions, mais enfin, c'est toujours important dans la vie politique. Alors, nous avons eu une dizaine de conseillers, oui, c'est vrai. Nous pensons la prochaine fois avoir beaucoup plus en travaillant en amont, parce que, également, mais et nous avons fait la lecture qu'il fallait faire de ces résultats. Nous les avons appréciés et les structures qui seront chargées de mettre en œuvre ces conclusions sont en train de le faire. Et je crois que dans les prochains jours, le président Moustapha Niasse s'adressera à l'ensemble des camarades du parti, en tout cas les responsables, à travers un grand moment de la vie politique de notre parti, parce que quand même, nous avons un parti politique et aujourd'hui au Sénégal, l'AFP ne peut pas sortir du trio gagnant des partis politiques. Au niveau de la politique sociale de l'Assemblée, vous avez signé un pacte avec le ministère de la Santé par rapport à la lutte contre le paludisme. Vous savez, c'est plutôt le ministère de la Santé qui a signé un pacte avec les députés, pas l'institution parlementaire de manière globale. Le député, de manière terre à terre, est quand même un porteur de voix. Le député n'est pas n'importe qui dans sa zone, ce qui fait que, ben justement, les uns et les autres ont besoin que les députés fassent le portage, n'est-ce pas, politique, je dois dire même de manière générale, des politiques publiques qui sont déroulées. Alors, le paludisme étant quand même une maladie redoutable, et c'est le moment pour moi de tirer un chapeau à notre corps médical qui a quand même pu faire face, et de très belle manière. Aujourd'hui, le paludisme a vraiment reculé au Sénégal. Mais il faut toujours aller à l'assaut pour quand même essayer, autant que faire se peut, de pouvoir arriver à un niveau zéro paludisme. C'est ça le leitmotiv, zéro paludisme. Ce qui fait que donc nous tous, nous avons signé un pacte pour nous engager dans la lutte aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés du PNLP, pour que justement partout au Sénégal, qu'on puisse porter la voix du PNLP, du ministère, avec les moyens qui seront mis en œuvre pour que les Sénégalais dorment dans des moustiquaires imprégnés. Je pense que c'est la première mesure. Fagaru moo gën faju. Mais aussi lutter contre les eaux stagnantes, lutter contre toutes ces mesures qui ne sont pas du tout hygiéniques et qui favorisent la reproduction de l'anophèle femelle. Donc nous y sommes engagés. Je crois que les Sénégalais verront dans les prochains jours les résultats et le programme qui sera déroulé. Donc par rapport à l'augmentation des députés, quelle est la position de votre parti? Alors mon parti ne s'est pas prononcé sur cette affaire précise, mais moi personnellement, mon point de vue, je trouve que c'est normal. Je pense que le Sénégal peut avoir 160 députés, c'est mon avis personnel. Le fait aujourd'hui de toucher aux 150 députés va créer plusieurs déséquilibres. Pourquoi? Parce que d'abord, on va toucher en principe, le principe des droits acquis. Je me demande quel sera le département qui acceptera d'être délesté d'un ou de deux députés. Si on prenait ces 10 députés, si on les prenait de la liste majoritaire. Si on les prend sur la liste proportionnelle, le danger, c'est de ne plus voir ces petits députés, je ne dis pas petits députés, mais ces députés qui ont eu un petit score, c'est-à-dire qui sont venus à l'Assemblée nationale du fait du plus fort reste. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que ces députés permettent aujourd'hui
d'avoir une assemblée arc-en-ciel, d'avoir une assemblée plurielle. Et le fait de toucher à ça va davantage diminuer les chances de ces personnes ou de ces personnalités d'accéder à l'Assemblée nationale. Parce que ce qui va se passer est que le quotient électoral va augmenter. Il faudra donc beaucoup plus de voix pour être à l'Assemblée nationale. Donc moi, vraiment, mon avis est d'augmenter 10 autres députés. Hein, et ça fera 160 députés. 160 députés, c'est à peu près une masse salariale mensuelle de, disons, 13 millions. C'est à peu près deux directeurs généraux de société. Hein, et ça ne heurte personne. C'est mon avis. Parce qu'il faut quand même respecter le principe. Le député a 3 principes qui guident son travail. Il y a un principe de représentation. Le député est issu d'un territoire. Il représente ses pairs. Le deuxième, c'est un principe de légiférateur. Le député, il légifère. Alors, on ne peut pas lui ôter ce principe-là. Et le troisième, c'est un principe de contrôleur. Je crois que je pense que nous qui voyageons souvent à travers les assemblées africaines, on se rend compte que le Sénégal fait partie des pays où le nombre de députés est quand même considéré comme le plus petit. Nous avons le plus petit nombre de députés. Mais par rapport aussi aux députés de la diaspora, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y a beaucoup d'urgence à vous entendre parler. Mais c'est très pertinent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous arrive de défendre quelques problèmes de la diaspora. À travers nos voyages, il nous arrive de rencontrer des Sénégalais qui sont à l'étranger. Mais enfin, le Sénégalais qui vit en France ou qui vit en Italie serait mieux habilité, mieux outillé que nous autres qui vivons ici pour poser à l'Assemblée nationale ces problèmes qui ont pour nom diplomatie, qui ont pour nom carte d'identité, qui ont pour nom passeport, carte de séjour, etc. Moi, je ne peux pas connaître comme celui qui vit sur un territoire étranger ces problèmes. La raison pour laquelle je pense que c'est quand même une trouvaille très pertinente. Et aujourd'hui, à travers le monde, vous voyez l'engouement des Sénégalais de l'extérieur pour faire partie de ces 10 députés. Parce que nous pensons qu'avec ces 10 députés, leurs problèmes seront pris en charge de manière correcte à l'Assemblée nationale pour leur intérêt ultime. Parce que l'objectif, en fait, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Est-ce que ce n'est pas pour régler le clientélisme politique qui incite, par exemple, l'État à essayer d'investir, par exemple, des députés pour la diaspora? Je ne vois pas de clientélisme politique parce que c'est un secteur vierge. Il n'y a jamais eu de député là-bas. Pour moi, il n'y a pas de clientélisme politique. Pour moi, dans un pays, rien n'est figé, tout est dynamique. Et les gens essaient autant que faire se peut de trouver des solutions aux problèmes. Le fait de trouver des députés de la diaspora, pour moi, constitue une solution à des problèmes posés. Et je crois que quand même, les Sénégalais verront l'utilité de ces députés-là une fois à l'Assemblée. Maintenant, sur l'actualité internationale, est-ce qu'on peut savoir la position, votre position en tant que député, mais aussi la position de l'État du Sénégal par rapport à la situation en Gambie? Est-ce que l'État du Sénégal doit aller en guerre avec la Gambie? Vous savez, la position de l'AFP reste la position de l'État. Nous sommes dans l'État, nous nous sommes engagés dans cette position-là et nous l'assumons. La Gambie n'a de frontière qu'avec le Sénégal. Si la Gambie est enrhumée, le Sénégal tous. Il n'est pas acceptable ni permis que l'expression des suffrages des populations soit remise en cause. Surtout qu'après qu'elles aient été justement acceptées par le président sortant. Ça veut dire que lui-même a proclamé sa défaite. Alors, le laisser créerait un précédent dangereux. N'importe quel président au monde demain se lèverait pour dire, écoutez, moi j'ai été battu, mais je ne pars pas. Force devrait rester à la loi. Je crois que l'AFP, qui a à sa tête un ancien diplomate, un ancien fonctionnaire international des Nations Unies, ne saurait se soustraire à cette position du gouvernement sénégalais. Nous sommes plus que jamais déterminés, engagés et solidaires. Position dégagée par le gouvernement sénégalais et Yaya doit entendre raison pour justement ne pas plonger la Gambie dans des lendemains obscurs. L'objectif pour le Sénégal n'est pas d'aller en guerre avec la Gambie, qui peut être considérée comme une région du Sénégal. Ce n'est pas le but. Les forces ne sont pas les mêmes.
Mais l'objectif pour le Sénégal, c'est quand même de montrer, et ce n'est pas en fait une position du Sénégal, une position singulière du Sénégal, c'est une position de la communauté internationale. Et nous, en tant que peut-être pays le plus proche de la Gambie, nous devons sûrement de mettre cette position-là en œuvre. Ouais. Et maintenant aussi, le Sénégal a voté la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, quelles sont les conséquences qu'on peut s'attendre, par exemple, à ces problèmes? Aucune conséquence, parce que le Sénégal a été connu depuis plus de 30 ans pour sa position pour la Palestine. Le Sénégal, aujourd'hui, le comité chargé de la défense de la Palestine a toujours été présidé par le Sénégal depuis 1975, 41 ans que ce comité est présidé uniquement par le Sénégal. Chaque année, semble-t-il qu'il y a une élection et aucun autre pays n'est candidat. Il n'y a que le Sénégal qui préside ce comité-là. Il faut rappeler que ce n'est pas le Sénégal seulement qui a voté cette résolution, il y a d'autres pays. La mesure transitoire, je devrais dire, que l'Israël a prise de rappeler son ambassadeur pour consultation est une mesure classique que l'on voit tous les jours. Mais ce qu'il faut retenir est que l'Israël doit entendre raison. Le Sénégal pense normalement que la Palestine doit être un État à côté de l'Israël. Je crois que quand même c'est conforme. C'est conforme à la diplomatie, c'est conforme aux relations internationales. Et je crois que le Sénégal n'a fait que ce qu'il a toujours fait depuis des lustres. Et aujourd'hui, c'est une position que nous assumons. Maintenant, bon, nous ne fermons pas toutes les portes à l'Israël parce que l'ambassade est encore là. Et il y a un chargé d'affaires qui aujourd'hui assure l'intérim. Peut-être que nous pensons que c'est un coup de tête, mais qui va bientôt se gérer entre les États. Donc, nous sommes au terme de notre entretien. Donc nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Il y a le président de la République avec son message de fin d'année. Pouvez-vous nous dire les axes sur lesquels vous attendez le chef de l'État? En fait, moi, je suis au quotidien dans les axes parce que nous travaillons ici à l'Assemblée nationale dans les programmes, dans les projets de loi. En fait, nous sommes dans le moule. Nous sommes dans le moule, mais je ne peux pas vous dire le président parlera de quoi. Mais en tout cas, ce sur quoi je suis sûr est que ce sera un discours très important. Un discours pour nous qui est important parce que c'est un discours qui va marquer la fin de la 12e législature. Hein. Nous allons vers une année électorale, une année qui verra beaucoup de changements. Vous avez beaucoup de changements liés aux infrastructures, liés au budget. Le budget du Sénégal a aujourd'hui atteint 3 360 milliards, avec presque 2 000 milliards d'investissements. C'est quand même important. Le PTIP a plus de 4 700 milliards. C'est quand même des choses très importantes. Il y a aujourd'hui la réalisation de beaucoup de programmes liés au PIDC, liés au PUMA, qui est un nouveau programme qui, aujourd'hui, réconcilie le Sénégal avec lui-même. Il est inacceptable, après pratiquement 50, 60 ans d'indépendance, que dans ce pays, qu'il y ait des zones où pour appeler, il faut appeler sur un réseau étranger. Alors, le président de la République a créé le PUMA, qui va quand même permettre à ces Sénégalais, qui sont des Sénégalais, qui ne sont pas moins Sénégalais que nous, mais d'avoir le réseau Sonatel, le réseau Tigo, le réseau Expresso. Il y a des zones pas loin de Dakar, ici, où l'eau potable n'est pas accessible. Je crois que c'est toutes ces raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, le président est en train de reconstruire le Sénégal. Ce n'est pas facile. C'est une œuvre humaine qui ne sera pas faite sur la base d'un décret ou d'un arrêté. Je demeure persuadé que si le président pouvait prendre un arrêté pour changer fondamentalement les conditions de vie des Sénégalais, il l'aurait fait. Parce que c'est un homme humain, humaniste. Tout le monde voit ce qu'il est en train de faire dans le domaine social. Aujourd'hui, 300 000 familles sont enrôlées dans les bourses familiales. Aujourd'hui, la couverture médicale universelle est en train d'enrôler presque 5 millions de personnes. C'est très important. Alors, il y a ce que l'on appelle un retour de l'investissement. En tout cas, les populations les plus dominées au Sénégal, pour la première fois dans l'histoire du pays, reçoivent leur part
dans la cagnotte. Et je crois que c'est important. Et il faut le saluer, l'encourager et souhaiter encore une fois de plus une année merveilleuse. On est sûr que ce sera une année merveilleuse. Inch'Allah, beaucoup de santé à toutes ces personnalités religieuses, tous nos guides religieux qui nous aident, qui nous gratifient d'excellents discours, qui nous encadrent aussi. Nous leur souhaitons beaucoup de santé, longue vie, beaucoup d'espoir et je crois que Sénégal ci kanam rek, comme le dit Youssou Ndour, Sénégal rek. Voilà, nous vous remercions encore de nous avoir accordé cet entretien, malgré votre agenda trop chargé, et nous nous souhaitons de vous remercier encore et vous souhaiter encore une année de bonheur, de santé, de prospérité et beaucoup de réussite dans toutes les entreprises pour un Sénégal émergent. Bien sûr, mais je tenais aussi à vous remercier cette belle équipe qui aujourd'hui se bat quotidiennement pour prendre toute sa place sur l'échiquier médiatique. Je crois que c'est ça le Sénégal émergent. Chacun doit poser sa pierre, chacun doit jouer sa partition pour que ce Sénégal qui nous appartient à nous tous puisse aller de l'avant, mais dans la conjonction de tous nos efforts. Je voudrais vous remercier de votre disponibilité et de votre amabilité. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Donc nous vous remercions et nous remercions toute l'équipe qui gravite autour de cette émission. Moussa, le chargé de production, Oumar à la caméra, M. Camara et M. Thiaro Sané qui est le réalisateur. Merci.